Armand Dandienga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit-fils de Simon Kibangou et à la suite du décès de votre père, c'est pratiquement vous qui avez repris le flambeau de cette église. Et je devrais d'ailleurs dire plus exactement d'une partie des kibanguistes, car depuis la mort de votre grand-père, ce n'est plus l'union sacrée au sein des kibanguistes. Oui, en fait, celui qui a repris avant tout l'église après, je dirais, les décès de nos pères, disons, des trois fils de Simon Kibangou, c'est un de mes frères. Chez nous, on ne s'appelle pas du cousin. C'est le deuxième fils de Simon Kibangou. C'est un de ses enfants qui a repris le mouvement kimbanguiste, disons l'église kimbanguiste. D'accord. Vous vous occupez uniquement de l'orchestre symphonique? Oui, moi, mes responsabilités, c'est plus dans l'orchestre et également lorsqu'il y a des fidèles kimbanguistes qui viennent pour exposer leurs problèmes ou bien qui viennent pour des prières. On est appelé également à prier pour eux. Que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit de Simon Kibangou, le fondateur? Oh, il y a beaucoup de choses qui nous restent, notamment les enseignements de Simon Kibangou. Pour nous, c'est vraiment un enseignement qui reflète un modèle, disons, une source pour nous, les kimbanguistes, et également pour le peuple congolais. Alors, pendant la colonisation belge, votre grand-père était considéré comme un illuminé, mais depuis son décès, pour les Congolais, c'est un prophète, mais également un martyr. Oui, il faut reconnaître que le message de Kimbangou ne fut pas seulement un message religieux, c'était également un message patriotique, un message qui demandait la libération de ces peuples qui étaient... Il avait d'ailleurs prédit l'indépendance du Congo. Hein. Justement, en 1921, mon grand-père avait dit que le Congo allait devenir indépendant et également que ce même peuple sera dirigé par un Congolais. Et également, il avait dit aux fidèles kimbanguistes à l'époque qu'il recevrait toutes les nations du monde. Donc l'église kimbanguiste n'était pas une église rien que pour les Congolais, mais c'était pour l'humanité tout entière. Alors d'ailleurs, cette église revendique aujourd'hui près de 17 millions de fidèles à travers le monde, oui, et 10 millions pour la seule RDC. Et comment se positionne l'église aujourd'hui vis-à-vis de l'église catholique ou de l'église protestante? Mais vous savez, l'église kimbanguiste est très tolérante et elle a de très bonnes relations avec les autres églises. Et l'église kimbanguiste fait partie également des églises œcuméniques. Donc pour montrer que nous partageons la même foi, nous partageons, bon certes on ne partage pas les tout, mais ce qui est plus important c'est croire en Dieu, nous partageons tout cela. Et nous croyons également en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc l'église kimbanguiste partage toutes ces choses-là. Alors, à la différence de l'Église catholique quand même, l'Église kibanguiste accorde une place importante aux femmes. Expliquez-nous comment et pourquoi surtout. Bon, d'abord, il faut reconnaître que, comme l'autre jour je l'avais expliqué, qu'après l'arrestation de mon grand-père, c'est ma grand-mère qui a eu à diriger le mouvement kimbanguiste, parce qu'à l'époque c'était un mouvement. Donc, au décès de ma grand-mère, donc pour l'Église kimbanguiste, la femme a joué un rôle très important parce que c'est une femme qui a eu à diriger ce mouvement de 1921 en 1959. Et dans l'église kimbanguiste, on retrouve des femmes pasteurs qui dirigent aussi des grandes cérémonies. Les femmes sont là, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes qui sont des représentants légaux, premiers suppléants, même titre que les hommes. Donc il n'y a pas du tout de différence entre la femme et les hommes. Alors, avant que vous ne fondiez cet orchestre symphonique, vous étiez pilote, hein, oui. Et alors que vous étiez un autodidacte sur le plan musical, vous fondez cet orchestre philharmonique qui est composé également de nombreux autodidactes comme vous. Oui, au départ, il y a eu beaucoup de musiciens qui sont arrivés, n'ayant pas un professeur comme tel, ou bien quelqu'un pour les encadrer, ils ont eu à travailler sur des méthodes. Et même moi-même, qui vous parle là, je suis une personne, j'ai appris comme ça dans l'État. Et ce n'est que maintenant que beaucoup de musiciens ont pu suivre une formation, et cette formation fait que ils peuvent encadrer les autres. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on ne doit pas faire passer nos enfants par les mêmes épreuves que nous avons connues. Et c'est ainsi l'idée est venue aujourd'hui de créer une école de musique qui va permettre aux enfants de pouvoir apprendre la musique. Pour vulgariser un peu l'écriture musicale. Oui.
pays de la rumba congolaise, hein, qui est très connue, ça peut paraître un peu curieux d'avoir créé un orchestre symphonique. Oui, moi, au départ, l'idée, c'était de rassembler des gens, de pouvoir ouvrir mes portes à toute personne qui voulait faire la musique. Et c'est comme ça que l'idée nous était venue avec le concours des amis. On voulait permettre à tout le monde de participer. Et la seule formation qu'on avait trouvée qui pouvait nous permettre de rassembler beaucoup de gens, c'était un orchestre symphonique. Et c'est comme ça qu'on s'était lancé dans cette aventure-là. Et aujourd'hui, petit à petit, les Congolais acceptent cette musique, parce que dans le passé, lorsqu'on donnait nos concerts, on avait 75%, c'était plus des Occidentaux, ceux qui connaissaient cette musique classique. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez à nos concerts, vous verrez qu'il y a 65% de ceux qui viennent à nos concerts sont des Congolais et 35% sont des Occidentaux. Parce que les symphonies sont également chantées en lingala, en swahili, Oui, et pas seulement en français ou en anglais. Petit à petit, on cherche aussi, tel qu'il y a le Messie de Handel, qu'on a pu trouver des versets bibliques en lingala ou bien en kikongo, qu'on essaye, lorsqu'on chante le Messie de Handel, on ne les chante pas toujours en anglais ou bien en allemand, on les chante également en lingala ou bien en kikongo. Alors, votre grand-père Simon Kibangu avait trois règles morales, hein. Oui. L'abolition des symboles religieux traditionnels, Oui. mais également la suppression des danses érotiques, hein. Oui. Dans un pays où on danse le coupé décalé, c'est un peu curieux. Et puis surtout l'abolition de la polygamie. Est-ce que vous pensez que les Congolais ont suivi ces préceptes de Simon Kibangu? Oui, Même les membres du kibanguisme? Oui, écoutez, chacun essaye de mettre vraiment en pratique ses enseignements. C'est vrai que ce n'est toujours pas facile, mais pour nous, on trouve que c'est vraiment un enseignement très important qui peut nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Et beaucoup de gens essayent vraiment de se battre pour mettre ces enseignements en pratique. Alors, revenons un peu aux autres églises kibanguistes à travers le monde, notamment en Afrique. Il y en a une qui est très célèbre aussi, c'est en Angola, mais également en face, dans le Congo, au Congo d'en face. Quels sont les liens avec ces autres églises kibanguistes? Bon, les liens, on se retrouve souvent dans les grandes manifestations, des fois même plus de 3 à 4 fois tout au long de l'année. Donc, il y a à chaque fois des contacts permanents qui se font, que ce soit avec l'Église, les deux grands pays que vous venez de citer, mais également d'autres pays, oui, d'autres pays tels que dernièrement, il y a eu une forte délégation qui est arrivée de l'Europe pour les centenaires du premier fils du prophète Simon Kimbangu. Donc, il y a des très bonnes relations les unes des autres. 17 millions de fidèles, c'est bien le chiffre exact, hein, oui, mais certainement, c'est là. Je ne pense pas qu'on est toujours à 17 millions, mais peut-être on peut être légèrement au-dessus. Alors, un mot sur les projets, notamment l'école de musique, hein, une en RDC, mais également au Cameroun. Oui, au Cameroun, j'ai des contacts avec des amis. Je voudrais également voir comment on peut travailler ensemble pour former des musiciens au Cameroun. Au Congo-Brazzaville, on a déjà un autre orchestre symphonique. En Angola également. Et petit à petit, je verrai avec des contacts que j'aurai avec d'autres pays. L'idée serait également de vulgariser la musique classique à travers l'Afrique. Alors, je reviens un peu à cette dissension qu'il y a au sein des kibanguistes aujourd'hui. Alors, comment faire renaître l'union sacrée qui était chère à Simon Kibangu? Bon, je pense qu'on doit aller avant tout vers les dialogues et on doit également revenir aux enseignements de Simon Kimbangu, qui insistait beaucoup sur l'amour du prochain et également sur le pardon. Ce n'est qu'à travers les dialogues, en cherchant à mettre un peu nos différends de côté, en mettant ce qui est important devant, je pense qu'on arrivera à surmonter cette épreuve. Alors, il y a un pays qui est très cher aux kibanguistes, hein, et notamment à l'orchestre symphonique que vous dirigez, c'est l'Allemagne. Pour quelle raison? L'orchestre est reconnu au niveau de l'Allemagne à travers ce film Kinshasa Symphony qui a été réalisé par 2 cinéastes allemands. Et depuis 2010, l'orchestre travaille étroitement avec un grand orchestre symphonique en Allemagne, et pour ne pas citer les noms de l'orchestre en question. Et on a beaucoup de partenaires au niveau d'Allemagne qui nous aident à travers la formation, des stages. Également, nous recevons
quelques instruments qui nous viennent de l'Allemagne, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas facile pour nous de trouver les instruments ici au Congo. Donc c'est comme ça qu'on a un peu ces relations, mais ça se limite plus à l'orchestre. Pour l'église en Allemagne, l'église beaucoup plus, disons les Kimbanguistes, la communauté Kimbanguiste est beaucoup plus nombreuse au niveau de la France qu'au niveau de l'Allemagne. Alors vous disiez que c'était pas facile de trouver des instruments de musique Ouais. en RDC, mais en revanche, vos musiciens, qui sont au départ des autodidactes, Ouais. arrivent à les réparer. Oui, mais vous savez, des fois, on est obligé de bricoler, de se battre pour arriver à avoir une solution. Et c'est comme ça qu'il nous est arrivé de fabriquer des contrebasses, des violoncelles. Il nous est arrivé également de couper une trompette parce qu'on cherchait la bonne tonalité pour cette trompette. Et c'est souvent ça. Et également, il nous est arrivé de manquer des cordes pour le violon. On a utilisé, atténuer carrément les câbles de frein d'un vélo pour arriver à avoir vraiment la corde qu'il fallait pour... C'est le système D. Oui, on n'avait pas les choix, on n'avait pas les choix. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de relations à travers le monde, mais tout au début, on n'avait pas les choix. Et même jusque-là, on continue à bricoler pour trouver des solutions à certains problèmes. Et ça ne change rien à la qualité de la musique, puisque l'orchestre remporte toujours autant de succès. Oui, là, vraiment, heureusement, ça ne change rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'orchestre est apprécié à travers le monde, parce que l'orchestre se donne toujours la peine de contourner un problème. Armand Dandiengam, merci et bonne chance. Merci, merci à vous. En RDC, l'église fondée en 1921 par Simon Kibangou est devenue, depuis sa reconnaissance en 1959, une véritable institution. Si la fanfare n'a plus de secret pour les Congolais, depuis 20 ans, l'orchestre symphonique, le premier du genre en Afrique, est tout aussi connu.